Bienvenue sur le nouveau webinar management du groupe IGS. On va traiter aujourd'hui du rôle des managers opérationnels dans le processus d'innovation des entreprises. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Frédéric Jiménez, qui est directeur en conduite du changement, en charge de la conduite du changement chez Limagrain Europe. Il aura l'occasion de se présenter très rapidement. On aura, il devrait nous rejoindre très rapidement aussi Dominique Laous, qui est docteur en sciences de gestion, spécialiste des processus d'innovation et qui a une longue carrière dans les milieux du transport et qui aujourd'hui occupe une fonction d'expert technique et co-mobilité au sein des SNCF Réseau, et donc qui aura le rôle l'habitude de l'utiliser dans nos webinars, à la fois d'opérationnel mais aussi d'experts sachants sur cette approche innovation. Avant tout, donc vous remercier d'être présent ce matin. Vous rappelez donc que IGS formation continue, c'est aujourd'hui 3 filières de formation principales, donc dans l'accompagnement des salariés, des managers en situation d'évolution ou de transition professionnelle. Donc la formation des collaborateurs et des managers de la fonction ressources humaines, donc sur la filière RH, la formation des équipes marketing et commerciales avec la filière relations clients, et puis la formation des managers, principalement centrée autour de la formation des encadrements intermédiaires, donc la filière dont je m'occupe, donc IGSFC Management. Aujourd'hui, on va traiter du rôle des managers opérationnels dans le processus d'innovation. On le traitera sous la forme d'entonnoir, en passant d'abord par une étape autour de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par innovation et comment ça se traduit dans le quotidien d'une entreprise. On fera donc intervenir Frédéric et Dominique sur le sujet. Ensuite, deuxième sujet qui touche clairement au cœur de notre réflexion aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui les managers opérationnels sont de plus en plus impliqués dans le processus d'innovation d'entreprise. On ira voir les bonnes raisons aujourd'hui qui font que les entreprises, le lien entre la recherche et le management opérationnel est de plus en plus intercalé. On ira voir ensuite dans une troisième partie comment on implique ces managers dans le processus d'innovation, que ce soit sur des opérations de formation, de mobilité, d'évolution, d'intelligence collective. Donc Dominique et Frédéric nous expliqueront comment dans leur entreprise respective ils abordent le sujet de l'implication, comment on les implique dans le processus. Et puis on terminera par une dimension un peu plus prospective, en essayant de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années sur cette implication des managers opérationnels dans le processus d'innovation d'entreprise. Alors, Frédéric, bienvenue. Enchanté de t'accueillir parmi nous sur ce webinaire autour du management de l'innovation. Je vais te laisser te présenter. Présenter Limagrain Europe. Alors moi, j'avais 2-3 petits mots sur Limagrain. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins connu Limagrain Europe qu'à la SNCF. On est dans une taille d'entreprise un petit peu plus à taille humaine par rapport à la SNCF, même si c'est Limagrain, tu me confirmeras, mais c'est quand même aujourd'hui autour de 9000 salariés, c'est ça, dans le monde, 80 nationalités, 57 pays, c'est le 4e semencier mondial, c'est une coopérative agricole, avant tout détenue par des agriculteurs français et puis qui a su se développer à l'international dans les métiers de la semence et qui maîtrise aussi la chaîne de production et d'approvisionnement et de fabrication, puisqu'aujourd'hui, quand on raisonne Limagrain, c'est aussi les pains Jacquet, par exemple. Tu me confirmes, Frédéric? Tout à fait. Voilà, donc voilà, je te laisse te présenter, présenter Limagrain, et puis on va rentrer dans le cœur du sujet sur le processus d'innovation. Très bien, écoute, merci. Bonjour à tous. Effectivement, alors pour me présenter très rapidement, Frédéric Jiménez, actuellement effectivement en charge de l'accompagnement du changement dans le cadre d'un beau projet qu'on appelle Cosmos, qui est notre projet de transformation métier et transformation via un système d'information.
Et donc, bien sûr, moi, je suis né professionnellement en 98, ingénieur INSA, Lyon. J'ai très vite basculé du côté industriel dès 98, où j'ai passé 10 ans de ma vie dans une entreprise qui s'appelait la CETA, ancienne entreprise publique, est devenue Imperial Tobacco, donc qui fabriquait des produits cigarettiers. Donc pendant 10 ans en tant que directeur de production, où j'ai vécu beaucoup d'innovations. On en reparlera un petit peu tout à l'heure sur quel type d'innovation. Après ça, donc j'ai intégré l'Imagrin, que je vais vous présenter dans quelques secondes, effectivement. Belle entreprise, donc en 2009, donc après 10 ans d'industrie pure, terrain, très opérationnel. Donc j'ai intégré également la dimension industrielle de l'Imagrin sur sa branche ingrédients. J'ai rejoint en 2015 la branche l'Imagrin Europe, donc la partie semencière de l'Imagrin sur le périmètre européen en tant que directeur qualité, sécurité, environnement et RSE. Et puis détaché depuis 2020 sur ce beau programme Cosmos, comme je disais tout à l'heure, qui est notre programme de transformation, d'entreprise, d'harmonisation, centré autour d'un outil qui est notre système d'information. Donc voilà pour me présenter très rapidement. Et donc pour revenir sur ce que tu disais effectivement relativement à l'Imagrin, donc c'est une entreprise qui est peut-être bien moins connue que la SNCF, qui mériterait de l'être peut-être un petit peu plus. Effectivement, c'est une coopérative agricole qui est née dans les années 40, 50, qui a grandi pour devenir effectivement aujourd'hui le 4e semencier mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, c'est avant tout une coopérative détenue par des agriculteurs. Nos actionnaires sont des agriculteurs. Et donc, l'objectif de la coopérative, bien sûr, au-delà d'être un grand semencier, mais c'est aussi, comme tu le disais, de maîtriser l'ensemble de la filière depuis le champ, donc la semence, et on pourra en reparler éventuellement, mais y compris toute la partie recherche et innovation variétale, puisque tous les ans, on met à peu près 300 nouvelles variétés, tous les ans, sur le marché mondial, bien sûr, mais on met 300 nouvelles variétés, alors qui intègrent les grandes cultures, le blé, le maïs, bien sûr, et puis les potagères, les tomates, etc. Donc, et donc, je le disais, depuis le début de la filière qui est le champ, la semence, jusqu'à la fin de la filière qui est le consommateur final, nous, finalement, avec des marques connues comme Jacquet en France ou Brossard, les pâtisseries, et puis des marques un peu moins connues comme les Crêperies Le Breton ou les gaufres Milkan. Mais voilà, donc, et donc l'Imagrin, c'est l'ensemble de la filière, les semences, la production de grains, la transformation de ces grains, ce qu'on appelle la première et deuxième transformation, hein, puisqu'on fabrique bien sûr des farines de blé, de maïs, entre autres. Et puis la dernière transformation, donc les produits qu'on peut voir tous les jours dans nos rayons. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, Frédéric, justement, chez l'Imagrin et de toi, de par ton expérience de manager et aujourd'hui d'accompagnant du changement au sein de l'Imagrin, comment tu définirais la notion d'innovation au quotidien de par ton expérience et voilà, quelles seraient les différentes caractéristiques de principe d'innovation aujourd'hui? C'est intéressant parce qu'effectivement, jusqu'en 2013, on va dire, j'apprentissais l'innovation. Je vois l'intervenant, je vois deux, peut-être que je vais en train de… Je crois que… On me que Dominique est en train d'arriver. Est-ce que tu veux lui laisser la parole avant que je définisse l'innovation? Ok, écoutez, on va faire comme ça parce que je crois que sinon ça ne va pas être possible. Dominique, tu es en ligne, je ne sais pas si tu nous entends. Oui. Si vous m'entendez, désolé, on a eu des petits problèmes techniques puisque le pare-feu de la SNCF n'accepte pas GoToWebinar. Donc on a été obligé de passer, de s'organiser autrement. Alors Dominique, donc tous les participants t'entendent. Il nous manque juste ta caméra. Regarde tu pourras ou pas. Non, Damien, il n'y a pas la possibilité d'afficher la caméra de Dominique. Hein. Bon, alors Dominique, on va donc on venait de commencer avec Frédéric. Donc on était en train de rentrer dans le processus de définition du processus d'innovation. Peut-être juste, je vais te laisser en deux mots te présenter pour les participants.
Ok, alors Dominique Laous, je suis actuellement à la SNCF où je suis arrivé depuis une dizaine d'années après 25 ans à la RATP, et j'ai une double carrière d'un côté d'expert technique en innovation à la RATP puis à la SNCF et de chercheur associé à Mines ParisTech sur les mêmes questions d'innovation et de conception industrielle. Très bien. Et Alors, qui m'a amené, vous l'avez vu, voilà, à passer il y a quelque temps un doctorat en gestion sur les questions d'innovation. Voilà, et puis pour la petite histoire, tu interviens à nos côtés à l'IGS sur le MBA Digital Consulting Innovation avec les alternants et les salariés qui rejoignent ce parcours en 6e année de formation, hein, post bac plus 5 sur un parcours donc dédié à tout ce qui est transformation, innovation en entreprise. Et toi, tu interviens sur toute la partie process innovation. Alors justement, Frédéric était en train de nous présenter sa définition de l'innovation chez Limagrin. Donc je lui propose qu'on lui redonne la parole et puis tu viendras voilà, reboucler par rapport à une vision peut-être un peu plus large dans un second temps. Frédéric? Oui, donc effectivement, je disais que jusqu'en 2013, finalement, j'avais une vision assez limitée de l'innovation autour du produit, des services. L'innovation, c'était finalement le cœur du réacteur de l'entreprise au sens sorti finalement. Et en 2013, j'ai eu un petit déclic finalement où effectivement, au-delà de l'innovation technologique et de l'innovation marketing, produits, communication, prix, je me suis rendu compte que finalement l'innovation, elle était dans l'entreprise et dans la vie de tous les jours, au travers de tout ce qu'on réalisait. Déjà, je parlais, j'ai un gros passé industriel, et donc tout ce qui était réalisé par tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, depuis la production, la distribution, le transport, et on innovait tous les jours parce que finalement, c'est quoi l'innovation si je le réduis en un mot, c'est la réponse à un problème ou c'est une solution en fait. Et donc c'est l'amélioration continue en fait. Combien de fois sur une ligne ça se passe pas comme on veut et finalement pour arriver à s'en sortir, il faut sortir des sentiers battus et puis trouver un bout de solution, innover technologiquement, ne serait-ce qu'en bidouillant entre guillemets. Et du coup, je me suis rendu compte que l'innovation, elle était présente tous les jours au sein de l'entreprise et pas que sur le côté produit. Et du coup, finalement, je me suis dit, côté Limagrin, effectivement, en fait, on ne serait pas le 4e semencier international. Bien sûr, si on n'avait pas les produits, et je le disais tout à l'heure, on met 300 produits sur le marché, donc c'est essentiel. Et juste pour donner quelques chiffres, on investit plus de 16% de notre chiffre d'affaires dans la recherche. Donc cette fameuse innovation produit, on a 30% des salariés qui travaillent pour cette recherche-là, produits ou services. Donc on ne serait pas le 4e semencier sans cette partie-là d'innovation autour de la recherche, du produit, du service, du marketing. Mais on ne serait pas le 4e semencier non plus si tous les jours dans les usines, dans les champs, il n'y avait pas des gens qui chercheraient des solutions et qui innoveraient chacun à son échelle pour permettre aux produits de sortir et de s'améliorer et d'améliorer les rendements et d'améliorer tout ça. Et juste pour terminer, oui, je t'en prie. Et juste pour terminer, je me rappellerai effectivement quand j'étais aux ingrédients, on devait aller sur un marché qui est un marché, si vous connaissez, qui est très complexe, qui est le marché japonais. Et on avait beau avoir des super produits, jamais on ne serait allé sur ce marché-là si les opérateurs dans l'usine n'avaient pas trouvé de solution pour améliorer l'existant, pour arriver à une qualité extraordinaire qui est la qualité exigée par le marché japonais. Donc, tu es en train de nous dire, Frédéric, que finalement, tu as identifié deux types d'innovation. Tu as l'innovation, on va dire, un peu plus de recherche, et puis tu as une innovation de tous les jours que tu lis à l'amélioration continue du process de fonctionnement de l'entreprise, dans lequel, on va le voir juste après, le rôle des managers de proximité et des managers intermédiaires est fondamental pour pouvoir pour animer ce processus d'innovation. Dominique, toi, de par tes recherches sur le sujet, de par ce que tu vois à la SNCF, est-ce que tu confirmes les propos de Frédéric et comment ça se traduit en termes de définition du processus d'innovation?
Alors, tout à fait, je suis tout à fait en phase avec ce que dit Frédéric, sachant que bon, la situation des entreprises, évidemment, toutes les entreprises ont des situations différentes, et qu'aujourd'hui, nous, on a évidemment de l'innovation de type amélioration continue. On a dans des entreprises comme la SNCF qui fait 272 000 personnes, on a bien évidemment toutes les formes d'innovation. Aujourd'hui, en complément de ce que dit Frédéric, que je partage complètement, je voudrais parler un peu plus de mon travail qui a commencé à la RATP sur l'innovation de rupture. Aujourd'hui, on le sait, dans les années 90, la situation a changé pour les entreprises. Un certain nombre d'entreprises ont disparu parce qu'elles n'ont pas su innover. Les deux plus emblématiques là-dessus, c'est Kodak, qui avait dans sa R&D l'appareil photo numérique, qui n'y a pas cru, ça a tué l'entreprise. Ils étaient 70 000, ils sont 2000 et uniquement dans les pellicules de cinéma. Et c'est Nokia, vous vous rappelez des téléphones Nokia, la marque Nokia de téléphone n'existe, enfin la marque existe, mais l'entreprise n'existe plus, elle a été rachetée par Google. Pourquoi? Parce que dans tous ces cas-là, le marché a changé. Et l'entreprise en interne n'a pas forcément, forcément, dans ces cas-là, n'ont pas su s'adapter. Donc ça, c'est des années 90. À la RATP, on a eu exactement le même problème en 2003, qui était l'innovation dans le monde du bus n'était plus en Europe. À la SNCF, c'est dans les années 2010, et j'ai créé, alors à la RATP, j'étais plus directeur de projet, à la SNCF, j'ai créé une équipe sur l'innovation de rupture uniquement, donc pendant 10 ans à la R&D, et maintenant au sein des ingénieries. L'idée claire là-dedans, et nous, notre définition de l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'innovation intensive, ou de rupture, parce que de rupture, ça veut dire tout et rien, c'est plutôt un mot de journaliste qu'un véritable mot qu'on peut utiliser, intensive, au sens que c'est quelque chose qui change tout, et je suis tout à fait d'accord avec Frédéric pour dire que ça change l'intérieur, les processus de l'entreprise, parce qu'un nouveau produit totalement différent, par exemple le TGV à la SNCF en 81, ça a tout changé dans la manière de gérer l'entreprise. C'est plus du tout les mêmes compétences, c'est plus du tout les mêmes modèles opérationnels, donc les gens faisaient pas le même boulot, leur encadrement pas pareil, etc. Et aujourd'hui, l'enjeu est pour les entreprises de développer des méthodes, puisque pour nous, il n'y a pas d'innovation sans méthode, parce qu'on innove avec des collectifs. Et ces collectifs-là, c'est pas que des gens de la R&D, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, c'est des gens d'un peu partout dans l'entreprise, avec la méthode qui va bien, de telle manière de dire que, grosso modo, il faut avoir des idées un petit peu différentes. Et c'est là que ça fait des gens du terrain, parce que, grosso modo, on s'est rendu compte que le bottom-up, dont l'innovation venant du terrain à pleine qualité, mais ne va pas dans la rupture, et le central fait de la rupture, mais qui est incomprise du terrain. Donc, comment on reconnecte les deux? Ce qui fait que pour nous, et je terminerai là-dessus, l'innovation, et on peut en parler aujourd'hui à la SNCF depuis 2011 où je suis arrivé, j'ai créé cette équipe, on a fait 110 opérations, je dis bien 110 opérations d'innovation sur tous les domaines possibles imaginables, allant des produits aux services et allant sur l'organisation interne. Et donc, à ce titre-là, ça me laisse dire que nous, on a des groupes de minimum de 25 à 30 personnes jusqu'à 100 personnes en conception, enfin en innovation. La conception étant les méthodes que nous utilisons pour éviter que ça converge trop vite et qu'il y ait une ou deux personnes qui parlent dans des petits groupes. Avec des grands groupes, on peut avoir des idées beaucoup plus différentes, donc c'est vraiment collectif, mais il faut la méthode. Je pense que nous y reviendrons ensuite. À ce premier niveau, c'est ça, l'innovation. C'est pour les entreprises une condition de survie. Une entreprise qui n'innove pas n'est soumise sur les marchés qu'à la pression du coût. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne fait pas mieux que les autres parce qu'on n'a pas innové, donc on a un peu les mêmes produits, la seule variable possible sur les marchés, c'est le coût. Et ça, pour les entreprises, ça peut être très compliqué à gérer dans la durée. Donc nous, on fait l'hypothèse que développer de nouveaux produits et de nouveaux services présente l'intérêt de desserrer la contrainte du coût sur les marchés. Voilà, à ce premier niveau, mais ensuite, j'imagine qu'on va aller plus loin et échanger sur ces questions. Bien sûr. Voilà, pour revenir pour les auditeurs, donc on a fait le choix d'aborder d'abord, est-ce qu'on vient de terminer là la partie, on va dire, définition de l'innovation. Hein, on a bien vu les deux aspects, on va dire l'amélioration continue, puis toi tu parles d'innovation de rupture, ou en tout cas d'innovation qui est liée au business model de l'entreprise pour pouvoir rester connecté aux évolutions du marché. On va aborder maintenant avec Frédéric et la partie de l'importance d'impliquer les managers opérationnels, managers intermédiaires dans ce processus. Hein, et pour avoir préparé avec Frédéric et avec toi, Dominique, sur le sujet,
On va aborder notamment le rôle de blocage qu'il peut y avoir à un certain niveau de l'organisation pour libérer cette énergie chez ces managers opérationnels. Et puis ensuite, effectivement, on abordera le comment on les implique. Donc là, on reviendra sur ce que toi tu appelles de la méthode, mais ce que Frédéric appelle aussi différemment avec d'autres sujets. Et puis on terminera par les perspectives de cette implication des managers dans le processus d'innovation. Alors, justement, Frédéric, sur le pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est fondamental aujourd'hui dans une entreprise comme Limagrin d'impliquer sa ligne managériale intermédiaire dans ce processus d'innovation qui soit d'amélioration continue, voire de rupture, comme l'expliquait Dominique? Mais effectivement, je pense que les managers opérationnels, ils sont exactement au milieu, ils sont charnières au milieu de tout ce système-là. Ils sont en même temps porteurs de la stratégie de l'entreprise. On veut innover, on veut créer une rupture, on veut, etc. Donc, ils sont ces premiers relais-là. Et puis également, dans le sens bottom-up, effectivement, ils doivent écouter, encourager leurs équipes, solliciter l'innovation, l'amélioration continue opérationnelle au terrain, finalement. Et donc, ce qui est important, effectivement, dans quoi c'est fondamental, c'est que l'ensemble de l'entreprise se sentira vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur de l'innovation, si ces managers opérationnels jouent ce rôle-là, incitent, motivent, et ça c'est le côté positif, voire surtout pas, ne bloquent pas les bonnes pratiques, les innovations qui pourraient venir du terrain et qui permettent à l'entreprise d'avancer et qui est tout aussi fondamental. Donc je dirais, il y a vraiment le premier point, c'est vraiment celui-là. Ils ont un rôle moteur pour que chacun se sente dans le cœur de la stratégie et de l'innovation. Et le deuxième point, ils ont ce rôle inclusif. C'est-à-dire que l'innovation, si on se concentre sur un point, un département, on risque de l'appauvrir. Alors que si on arrive à mettre tout autour de la table, et quand on parle d'amélioration continue, on peut en parler un petit peu après, mais des démarches comme des TPM, des 5S, des SMED, des Lean Manufacturing, on inclut tout le monde. Et c'est pas l'innovation et pas le propre d'un service technique, quand on parle de la dimension très opérationnelle de l'innovation, mais ils ont un rôle inclusif, c'est-à-dire ils doivent s'assurer de ce partage de l'innovation, parce que les idées, elles peuvent venir de partout, et on peut apporter des solutions, si on parle d'amélioration continue, dans tous les domaines, mais aussi pour la dimension top-down stratégique. Est-ce qu'il y a une approche qui est liée à la culture de l'entreprise, Frédéric, sur le sujet? Est-ce que la culture de l'entreprise permet d'enrichir ce niveau d'engagement des managers opérationnels, qu'il y a des cultures qui sont plus propices à cette importance d'engager les managers opérationnels dans le processus d'innovation? Alors oui, sincèrement, alors moi ce que je vois, et notamment chez Limagrin en l'occurrence, c'est que la culture d'innovation, dans le sens produit du terme, elle est là depuis toujours, et c'est l'ADN de Limagrin. C'est-à-dire Limagrin né Limagrin. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en fait Limagrin est véritablement né dans les années 60 grâce à l'innovation. C'est-à-dire que, je disais, Limagrin est né dans les années 40, c'était une petite coopérative qui produisait des semences de blé principalement. Et puis dans les années 60, grâce à une association avec l'INRA, Limagrin a trouvé une variété de maïs qui était géniale, qui pouvait être cultivée de partout, parce que le maïs a besoin d'eau, de chaleur. Et donc, dans les années 60, Limagrin est vraiment né grâce à cette variété-là. Et l'idée de génie de Limagrin à l'époque, dans les années 60, parce que les agriculteurs, une petite centaine, auraient pu dire bah, c'est super, ça génère du bénéfice, et puis on se le garde, et puis on garde pour nos exploitations. Mais non, l'idée de génie, ça a été de dire à l'époque, dans les années 60, on va réinjecter cet argent-là, ces bénéfices-là dans l'entreprise, puisque pour développer de nouvelles variétés, il faut entre 10 et 20 ans. Et donc, il faut monopoliser la recherche. Donc, ça, c'était cette première culture que tu évoques, effectivement, c'est la culture liée au produit. Et donc, Limagrin est dans une logique, effectivement, est rentré dans cette logique plutôt moyen-long terme, de réinvestissement, de développement, de recherche, de nouveaux produits. 80% des bénéfices de l'entreprise est réinjecté dans l'entreprise. 80%. Donc, c'est des ratios qui sont un petit peu atypiques dans le monde de tous les jours. Mais donc, du coup, il y a cette culture-là, et oui, elle est ancrée. Par contre, la deuxième type de culture que j'évoquais, qui est l'innovation opérationnelle,
comment ne pas bloquer effectivement les bonnes initiatives au terrain. Là, elle se construit tous les jours. Et on verra un petit peu après, effectivement, tout à l'heure, de manière concrète, comment est-ce qu'on peut faire pour former ces managers, les accompagner, pour qu'ils soient des ambassadeurs de cette innovation opérationnelle et pas des points de blocage. Une petite anecdote, effectivement, je me rappellerai toujours, hein, un atelier dans lequel on lance une démarche d'amélioration continue, donc participative, inclusive, avec l'ensemble des parties prenantes de l'atelier, maintenance, production, qualité, etc. Et donc, l'idée, c'est de laisser une certaine autonomie, parce que l'innovation pourra se développer qu'avec une autonomie. Si le cadre est trop serré, on ne pourra pas innover, on ne pourra pas sortir de la boîte, justement. Et je me rappellerai toujours de la remarque d'un responsable maintenance en disant, mais on ne peut pas les laisser faire ça, c'est pas possible. L'idée, en l'occurrence, c'était de laisser s'approprier une zone de travail, un environnement, et puis d'en faire ce qu'ils voulaient dans un cadre donné, avec un budget donné. Et ça, j'avais un point de blocage d'un responsable technique qui me disait, mais non, on peut pas, on peut pas les laisser faire ça. Et pour autant, on a pu les laisser faire. C'était pas parfait, mais ils se sont appropriés et ils ont trouvé des solutions qu'on n'aurait pas imaginées si on était resté sur un cadre purement technique, en fait. Comment tu vis ça, Dominique, à la SNCF, et d'une manière plus générale, comment de ce que tu observes par rapport à ton approche, aux études que tu as pu mener sur le sujet, sur l'évolution, Dominique, de l'implication de la ligne managériale intermédiaire dans le processus d'innovation d'entreprise sur les deux aspects de l'innovation. Comment ça évolue à la fois à la SNCF, mais de manière plus générale, Dominique, cette implication aujourd'hui des managers opérationnels dans le processus d'innovation? Alors, dans ta question, en fait, il y a deux niveaux. Il y a il y a un premier niveau qui est de dire que pour beaucoup d'entreprises, l'association des managers opérationnels reste minimale. À la RATP et à la SNCF, on a fait un choix différent. Alors, je ne dis pas qu'il est généralisé, parce que vous imaginez une entreprise qui a plus de 250 000 personnes comme la SNCF, qu'on arrive à associer tous les managers opérationnels. Bien évidemment que non, mais nous, aujourd'hui, dans toutes les opérations, les 110 opérations dont je vous parlais, c'est à peu près 3 000 personnes qui ont participé. Minimum, peut-être même un petit peu plus. Et là-dedans, il y a en gros 20 à 30% de managers opérationnels en moyenne. Pourquoi on a fait ça? Parce que justement, aujourd'hui, les caractéristiques de l'innovation, alors c'est là que c'est intéressant d'avoir nos deux discours qui sont complémentaires. Moi, je suis moins sur l'innovation par amélioration continue, je suis plus sur l'innovation de rupture, essayer de trouver des manières vraiment différentes de faire. Et là-dessus, l'innovation top-down, donc portée par le central, etc., permet de sortir du cadre. Puisque généralement, nous, le constat qu'on a fait au moins à la SNCF, c'est que la difficulté des managers opérationnels, c'est qu'ils sont dans des processus qui sont particulièrement cadrés, standardisés, et que pour eux, c'est difficile de sortir de ces processus-là. Ils savent innover dans le cadre de ces processus. Dès qu'il faut faire de la rupture, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, mais en même temps, l'innovation centrale qui va sur le terrain, elle est parfois hors sol. C'est-à-dire qu'en gros, on a des bonnes idées, on a des grandes idées, mais si on n'a pas le terrain, c'est les conditions c'est pas des conditions d'appropriation là-dessus, c'est des conditions de faisabilité et pour réellement transformer des idées en innovations qui s'implantent et qui durent et qui servent à quelque chose. Donc, l'association des managers opérationnels est là-dedans. Et à partir de là, ce qui est intéressant à travers la question que tu poses, c'est le niveau 2, c'est de dire que finalement, tous les travaux, beaucoup de travaux de recherche, et je pense que c'est important de le dire, puisqu'on a une équipe française à laquelle j'appartiens de manière marginale, puisque je suis chercheur associé, mais pas au cœur de cette équipe-là, à Mines ParisTech, autour des professeurs Armad Chuel, Benoît Veil et Pascal Lemasson, qui a une réputation mondiale sur l'innovation aujourd'hui. Cette équipe-là a montré que sans méthode, il n'y a pas d'innovation de rupture. Pourquoi? Parce que les gens, naturellement, restent sur ce qu'ils pensent habituellement. En même temps, si on a la méthode, si on permet aux gens comment dire, cette méthode, c'est leur donner, on appelle ça la théorie CK, vous le trouverez sur Internet, je ne vais pas le développer aujourd'hui, Concept Knowledge, mais qui permet de donner un langage commun à des gens qui viennent des ingénieries, qui sont des grands chefs, des petits chefs, des gens purement opérationnels, qui ne sont pas forcément seulement managers opérationnels. On associe des gens qui sont parfois des simples agents. Et là-dedans, l'intérêt de ce langage, c'est que ça permet de sortir, finalement, ce langage CK, ça permet de sortir de son langage métier habituel, où finalement, on va parfois boucler un peu toujours sur la même chose.
L'idée de remonter d'un cran et de permettre à ces gens-là de l'exprimer autrement, ça a donné des résultats fabuleux. Je vous en citerai deux. Plutôt dans la technique, puisque la SNCF est une entreprise technique, où là, où je rejoins Frédéric, c'est que le problème, c'est nous, c'est 2 siècles, on est un peu plus anciens. La performance technique a toujours été au cœur de l'entreprise. Le problème aujourd'hui, c'est que la performance technique, ça suffit plus. Il faut s'intéresser au territoire, il faut s'intéresser au marché, à plein d'autres choses sur lesquelles on était un peu moins bon. Donc l'intérêt d'associer par un langage, c'est que vous pouvez faire discuter des gens qui habituellement ne discutent pas. Allez faire discuter un ingénieur et je ne sais pas, quelqu'un du marketing. Ben, c'est compliqué, ils ne parlent pas le même langage, souvent ils ne sont pas sur la même planète. Donc grosso modo, l'intérêt d'avoir une méthode, c'est qu'on peut faire discuter ces gens-là dans certaines conditions. Et par exemple, à partir de là, on est, vous le savez peut-être pour ceux qui l'auraient vu, on est un des 2 premiers opérateurs de drones civils, je dis bien drones civils, en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ces méthodes-là, donc c'était au départ en 2013, avant ça on n'avait pas vraiment d'expérience dans le domaine. On a réussi à faire des ruptures avec des gens du terrain, avec des opérateurs de drones, dans un écosystème avec l'externe. On a réussi aussi sur les exosquelettes, on est avec Safran en France les 2 premiers, les deux plus gros sur les exosquelettes. Pourquoi? Parce que nous, on a 60 000 ouvriers qui font de la maintenance des voies, de l'opérationnel pur, qui réparent les trains, etc. Ce sont des métiers pénibles. Mais ce qui nous a surpris et ce qu'a permis la méthode, c'est de dépasser l'aspect trouble, lutter contre les troubles musculo-squelettiques. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos. Et les gens qui ont travaillé avec nous, qui sont ceux qui font, ceux qui sont sur le terrain, ils ont vu une opportunité pour redéfinir leur travail et l'organisation qui va autour. Ça veut dire que les agents qui se sont saisis de l'exosquelette et aujourd'hui du jumeau numérique, pour aller dans un truc qui est complètement dématérialisé, ont vu finalement un potentiel là-dedans qui va au-delà de ce qu'avaient vu les concepteurs du central. Donc pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, ce contre quoi je me bats en interne SNCF, c'est de dire que pour moi, les questions d'acceptabilité, de résistance au changement sont pour partie, je dis bien pour partie, des questions du passé. Si on est dans l'acceptabilité, c'est qu'on a une innovation du central qu'on veut imposer au local. Et ça ne marche pas. Et du coup, on parle de résistance au changement. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en associant très largement, pas massivement, et c'est 3 000, 3 500 personnes, je le disais, sur 270 000, mais c'est quand même pas rien, on a réussi avec ça à avoir des projets où le terrain, donc les opérationnels, vont aller plus loin que ce qu'ils font. Donc, ils sont déjà évidemment intéressés par l'amélioration continue, comme vient de dire Frédéric, mais là, on leur propose d'aller encore plus loin et de développer des choses auxquelles ils n'auraient pas participé. Donc, et ça, c'est en train de se répandre dans plein d'entreprises, puisque le travail que fait Mines ParisTech, qui a ce niveau international en matière académique, aujourd'hui, c'est quand même des entreprises qui utilisent largement ces méthodes. C'est SNCF RATP dans le transport, c'est Thales, c'est Safran, c'est Airbus, c'est des entreprises comme Urgo dans la santé. On a des entreprises ST Microelectronics dans les puces électroniques, un certain nombre de startups. Vous regarderez la startup Murphy sur Internet, pour ceux qui en auront entendu parler, sur la réparabilité. Ce sont, pour tout le dire, d'anciens stagiaires alternants dans mon équipe qui ont fondé une start-up qui, en moins de 2 ans, va être à 5-6 millions de chiffre d'affaires. Ils l'ont complètement conçu avec cette méthode, en observant ce que fait le marché, en disant, nous, on va être sur autre chose. Mais ça, c'est facile à dire, le construire, c'est autre chose. Donc, eux, ils ont construit de zéro. Nous, en interne, lutter contre l'existant et le problème de l'innovation. Ça ne veut pas dire que l'existant est mauvais, mais l'innovation, c'est se décaler de l'existant. Et comme l'a dit Frédéric à propos de son mur et du béton, sur tous les problèmes d'innovation, c'est ça. Donc, la méthode permet ça. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet cette théorie CK. Regardez aussi une association qui réunit plus de 300 entreprises qui va faire bientôt une conférence sur ces questions-là aussi. C'est l'Innovation Makers Alliance. C'est près de 300 entreprises françaises qui se sont associées en disant l'innovation n'est plus seulement technique, évidemment qu'elle a un substrat technique, mais ça suffit pas. Elle est organisationnelle, donc ça touche le management opérationnel et on ne peut pas le faire sans les opérationnels eux-mêmes, leurs managers et, ne l'oublions pas quand même, le blocage peut être aussi au niveau des directions générales. Il n'est pas seulement dans les managers opérationnels. Parfois, les managers, on arrive à trouver des super idées, mais
au niveau de la direction générale, soit ça rentre pas forcément dans la stratégie, soit parce que c'est trop différent de ce qu'on faisait, ou ça peut être, ça change trop les habitudes et il y a une certaine crainte à changer trop les choses. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'innovation, c'est un impact systémique et tout notre problème, c'est comment est-ce qu'on associe pas seulement plein de gens en collectif, mais les bonnes personnes, des bonnes fonctions, parce que pour moi, quand on fait un projet de rupture, les juristes sont dedans. Il y a de l'ingénierie juridique qui touche à de l'innovation, le marketing évidemment, les ressources humaines parce que ça va toucher à l'organisation et aux compétences de l'opérationnel. On est sur des projets qui demandent des compétences très variées et pour nous, sans méthode, on ne peut pas associer tous ces gens-là. Bon voilà, j'arrêterai là pour le moment, mais on peut toujours en discuter par ailleurs. Alors Dominique, on l'a bien compris, toi tu t'abordes le sujet sous l'angle de la méthode et ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu, sans trop rentrer dans le cadre de la méthode, mais surtout comment, à la SNCF, on va dire, la méthode CK, hein, pour parler de cette méthode, a été appropriée par les managers. Tu puisses nous faire un feedback sur ce sujet. Oui. Peut-être avant d'en arriver là, Frédéric, quand on a préparé ce webinaire, donc tu me présentais les choses de façon un petit peu différente chez Limagrin sur la façon dont on implique ces managers opérationnels et dont on les accompagne dans le processus d'innovation. Voilà, je te laisse reprendre la main sur les sujets dont tu m'avais parlé en termes de mobilité, notamment de formation, d'intelligence collective, sur lequel voilà, vous avez vous un axe particulier pour impliquer ces managers opérationnels dans le processus d'innovation. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important, l'innovation, de toute façon, les idées, elles sont là. Après, il faut arriver à les exploiter, à les structurer, à les accompagner finalement. Et qu'elles viennent de la stratégie, ou que ce soit bottom-up ou top-down, peu importe. Et donc, finalement, ce qui est important, c'est de créer le terreau, de créer la dynamique pour pouvoir permettre à cette innovation de sortir, quel que soit son niveau finalement. Donc, effectivement, comment la question qu'on peut se poser, c'est comment rendre les managers opérationnels, je le disais tout à l'heure, à mon sens, sont clés. Là où je rejoins Dominique, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai vu, ce que je vois tous les jours, notamment, et encore aujourd'hui dans le cadre de l'accompagnement de notre transformation, c'est que la plus grosse résistance au changement, elle n'est pas au niveau des opérateurs. Hein. J'ai envie de dire, au contraire, plus on monte dans les hiérarchies, plus on aura une résistance au changement qui sera forte. Donc, comment créer ce climat, ce terreau, cette culture finalement globale, pas uniquement produit, auprès des managers opérationnels et comment les accompagner. Donc, il y a bien sûr la dimension plusieurs dimensions. Hein, dimension formation. On a des outils, je parlais tout à l'heure d'amélioration continue qui sont connus, le Lean Manufacturing, le SMED, le TPS, pour en citer des dizaines, qui sont toujours à peu près centrés autour d'éléments factuels, de mise en commun et de solutions collaboratives. Et donc, on forme nos managers à ça, les top 10 du matin pour pouvoir capturer les informations, les partager, trouver des solutions ensemble. Tout ça, c'est un premier élément de formation. Tu parlais de mobilité, c'est à mon sens quelque chose d'ultra important. Quand je parlais d'inclusivité tout à l'heure, ça en fait partie. Plus les managers seront mobiles dans l'entreprise, hein, et ça, c'est ce que je me suis évertué à faire tout au long de mon passé de directeur des opérations ou de production, c'est de faire en sorte que les gens puissent bouger, c'est-à-dire qu'un responsable qualité puisse devenir un responsable de fabrication, qu'un manager supply chain puisse aller en méthode, voilà. Donc, en bougeant comme ça, en créant cette mobilité, on va ouvrir les esprits et on va éviter effectivement de se cloisonner dans un domaine particulier et on va un peu ouvrir nos chakras finalement. Donc la mobilité, à mon sens, c'est quelque chose d'ultra important. Et je parle de mobilité au sein de l'entreprise. Je ne parle pas encore, et pourtant ça serait très intéressant, je le vois depuis que je suis dans le périmètre européen, la mobilité culturelle, où là, effectivement, quand il y a un Anglais dans une pièce, un Turc, un Allemand, on aurait une approche qui serait radicalement différente, parce que ce qui est important, c'est tous ces échanges-là et toutes ces visions différentes. Je pense que le troisième point que tu évoquais, effectivement, après, c'est l'accompagnement. Alors, je ne parle pas des entretiens de développement qui ont lieu effectivement tous les ans, dans lesquels on peut encourager aussi cette innovation.
pousser, objectiver, voire en faisant attention, hein, mais objectiver cette innovation-là. Pour autant, je pense que on va en parler tout à l'heure, le monde évolue vite. Et donc, après, il y a des formations, j'ai envie de dire, coup de poing, c'est-à-dire opportunistes à réaliser. On peut parler de la digitalisation. Hein. La situation sanitaire actuelle nous a poussé, par exemple, à innover sur notre façon de créer, d'animer des réunions. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, je suis sur un gros projet de transformation d'entreprise. Et on le fait à 80% à distance, qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner une transformation en étant à distance? Et ben là, il faut innover un petit peu. Et quand je dis innover, il faut imaginer des choses. Et puis, c'est un petit peu ce que disait Dominique aussi. Et puis, il faut être dans la réaction parce qu'on peut dessiner les plus beaux tableaux imaginés depuis son bureau et de plus en plus des belles solutions. Pratiquement, il faut voir comment ça se passe. Et puis, il faut pouvoir s'adapter et innover pour arriver à mettre à bord des Hollandais qui connaissent rien à la solution en étant à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et donc, ça, c'est la formation effectivement opportuniste et pour laquelle d'ailleurs on avait sollicité IGS sur la digitalisation, sur l'accompagnement au changement également, hein, puisque c'est une formation qu'on avait mise en place pour les managers opérationnels. Ils vont devoir eux-mêmes accompagner le changement de leurs équipes. Et ben, comment on gère cette résistance? Comment on évite le conflit? Comment on traite des éventuelles objections sans être en frontal? Au contraire, en les accueillant pour continuer cette roue virtueuse du changement et de l'innovation. Donc voilà les grands axes finalement qu'on peut développer, de la formation très structurante autour des systèmes bien connus d'amélioration continue, la dimension plus RH finalement, avec, j'évoquais la mobilité, les entretiens de développement, l'encouragement, la communication, parce que si on ne communique pas sur l'innovation, on la tue. Hein. Si on n'explique pas tout ce qui se fait bien tous les jours dans les ateliers, ça fait partie de cette reconnaissance, elle n'est pas forcément tout le temps monétaire. Et puis le troisième axe, qui est, j'ai envie de dire, la dimension plus opportuniste, toujours en accompagnement également, mais sur les différentes options que j'ai pu évoquer, digitalisation, et puis formation, à l'accompagnement au changement. Alors peut-être, je regardais un peu les questions qui sont posées par les participants. Il y a pas mal il y a quelques questions autour des exemples concrets dans lesquels les managers opérationnels ça s'est traduit par de la production d'innovation, que ce soit chez Limagrin ou à la SNCF. Voilà, est-ce que vous pourriez revenir chacun de votre côté, peut-être Frédéric, commencer par nous présenter quelques innovations qui ont émergé justement de cet encadrement opérationnel? Alors, je pourrais en donner des dizaines, je sais même pas lequel choisir. Alors, je peux vous présenter une grosse innovation et puis une plus petite que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Une grosse innovation 2013, Limagrin semencier a développé la première chaudière en partenariat, hein, parce que on l'a pas fait tout seul, mais a développé la première chaudière biomasse, donc qui brûle des rafles de maïs, donc un sous-produit de notre matière première, hein, pour faire de la vapeur, pour sécher nos produits en première et deuxième transformation. Donc ça a été une innovation très opérationnelle. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, on a essayé en 87 de fabriquer on avait ce tas de rafles de maïs dans la cour. Je vulgarise un petit peu, et puis on se dit c'est dommage quand même parce qu'on lui fait traverser la France entière pour le transformer, soit en alimentation animale, soit en poudre abrasive diverses et variées, et alors que ça pourrait être un combustible, et puis à côté on prend du gaz pour chauffer nos installations et transformer nos produits. Et donc en 87 il y a eu cette idée de dire tiens, on va essayer et puis la technologie n'était pas au rendez-vous, on n'était pas structuré pour, etc., etc. Et puis après quelques mois, voire quelques années de bataille, le projet a été abandonné. Et on l'a repris en 2013. Et là, c'est en mettant tous les acteurs autour de la table, les opérateurs qui avaient travaillé, qu'est-ce qui se passait, etc. Et on a redémarré le projet une fois qu'on avait compris finalement avec l'ensemble des participants, production, maintenance, agronomes, matières premières, hein, important de comprendre ce qui se passait dans la rafle de maïs quand on la brûlait, et Dalkia, qui était notre partenaire de l'époque. On a trouvé ensemble une solution finalement
il nous a fallu quasiment 1 an pour comprendre ce qui s'était passé en 87 pour transformer en succès, donc 2013, et arriver à sortir la première chaudière biomasse. 2013, on l'a sorti, c'était en 2009. Donc on a mis quand même 4 ans, dont 1 an pour rechercher ce qui s'était passé et comment on pouvait. Voilà. Donc ça a été la dimension très opérationnelle concrète. Alors comment ça s'est passé? C'était plutôt effectivement culturel, structurant, analyse, etc. Et puis le deuxième point pour évoquer, que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, c'était la dimension Japon. On faisait des produits avec notre standard qualité européen, français, très bien, et qui est déjà pour nous un bon niveau de qualité. Quand on vend ces mêmes produits-là au Japon, ce n'est plus possible du tout. Juste un exemple, les Japonais, régulièrement, on vend par exemple des grains alors, je vais simplifier, des grains de maïs, un peu transformés quand même. Quand on livre des grains de maïs, les Japonais régulièrement vont comptabiliser le nombre de grains qu'il y a dans un sac. Donc voilà ce niveau de qualité d'exigence. Et donc on était arrivé effectivement dans la production où le moindre trait sur un produit qui se voit plus une fois que le produit est transformé, subit sa dernière transformation, il était refusé par le marché japonais par exemple. Et donc il a fallu innover, et là par des méthodes régulièrement tous les matins, en faisant des réunions, maintenance, qualité, en proposant des choses, en essayant pratiquement sur le terrain, en modifiant les lignes de production. Il n'y a que comme ça qu'on a réussi à monter le niveau d'exigence qualité pour pouvoir livrer un produit au Japon. De ton côté, Dominique, côté SNCF, un ou deux exemples d'implication, d'innovation qui émergent de la part des managers opérationnels, que ce soit en faisant émerger des initiatives au niveau de leurs équipes ou par eux-mêmes. Qu'est-ce que tu... Alors, je ne vais pas prendre la question comme ça parce que c'est, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne. On essaie de sortir de l'idée que l'innovation vienne d'un tel ou d'un tel. On considère que c'est un collectif. Donc, il y a des managers opérationnels dedans, mais c'est pas les managers opérationnels qui l'apportent tout seuls, et c'est pas la R&D qui l'apporte tout seul, et c'est pas un tel ou un tel. C'est vraiment des collectifs d'innovation. On appelle ça des communautés d'innovation. C'est la manière dont on a conçu notre approche avec toujours cette théorie CK et les ateliers qu'on a fait. Pour arriver à faire ça, il y a deux, trois points qu'il faut rappeler avant de donner des exemples. Premièrement, il faut un sponsoring très fort. Quand je suis arrivé en 2011 à la SNCF, mon premier travail a été de trouver des sponsors. Ce que j'appelle un sponsor, c'est que des gros projets où on met en innovation une centaine de personnes, c'est un membre du comité exécutif, du COMEX. Bon, c'est du lourd, hein. On n'est pas, c'est quand même des gens qui viennent régulièrement dans ces réunions-là. Pour nous, une grosse opération, c'est 100 personnes, c'est 9 jours pleins à raison d'une journée par mois. Ça s'appelle un lab, c'est une grosse opération. Le deuxième cas, c'est 30 personnes et c'est en gros ce qu'on appelle un mini-lab, quelque chose de plus petit. La troisième opération, c'est de l'interlab avec plusieurs entreprises. Aujourd'hui, on n'est plus capable de travailler à une entreprise toute seule. On travaille en partenariat, en co-innovation, en co-conception avec d'autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle le principe méthode-métier. Alors, j'ai beaucoup insisté sur la méthode. Pour nous, c'est plus qu'une condition, c'est si on veut faire de l'innovation vraiment marquante et qui fasse une différence, que je disais en rupture, sans méthode, c'est impossible. Mais ça suffit pas. Le principe binôme, le principe est donc une animation méthode-métier, c'est qu'il faut la méthode, mais ça suffit pas. Donc, on a des binômes d'animation. On a quelqu'un qui porte la méthode et quelqu'un qui est du métier. Pour avoir des réflexes, parce que la méthode, évidemment, on peut pas connaître tous les métiers, c'est juste pas possible. Puis c'est pas souhaitable. Donc les gens du métier, ça les implique beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'on l'a développé, là je vais venir aux exemples parce que je crois que ça éclairera les exemples. Aujourd'hui, d'une certaine manière, on considère qu'on a industrialisé la méthode. Avec plus d'une centaine d'opérations, 110 terminées et une dizaine en cours aujourd'hui, on est réellement dans une méthode industrielle qui est connue de tout le monde. On n'a plus besoin d'expliquer la méthode dans l'entreprise. Tout le monde la connaît, au moins au niveau de l'encadrement. Alors, 270 000 personnes, c'est pas tout le monde. L'encadrement, c'est un peu plus de 20 000 personnes, tout le monde la connaît. Le deuxième point, c'est qu'on a créé une équipe qui est connue, on sait à qui s'adresser quand on veut faire de l'innovation, qui est en centrale. Aujourd'hui, j'en crée une autre du côté de l'ingénierie, un peu, on est en train d'essaimer d'une certaine manière, qui va gérer à la fois la production d'innovation et les compétences. Pour nous, l'innovation,
Le marqueur fort de l'innovation, c'est pas un produit, c'est quand on crée une nouvelle équipe, quand l'entreprise crée des nouvelles compétences. Drone, il n'y avait rien qui existait auparavant. Aujourd'hui, on a une filiale qui rapporte beaucoup d'argent et qui a fait plein de choses. Exosquelette, on est en train de créer une filiale aussi. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas ces deux projets en dont on pourrait développer là-dessus, mais vous voyez tout ce que c'est que le jumeau numérique, c'est-à-dire ce qui va permettre d'avoir pour un individu une vision de tout ce qui se passe autour de lui dans les infrastructures, plutôt d'avoir de devoir compulser des bouquins, des standards, des référentiels. C'est trop compliqué. Il a tout et c'est réorganisé par rapport à lui. Vous avez entendu parler certainement de l'usine du futur. Nous, on est autant sur l'usine du futur que le chantier du futur, en disant c'est pas seulement une question d'outils, c'est une question de réorganiser avec les agents. Comment est-ce qu'on va revoir les processus, l'organisation, les compétences? Quand on arrive à ça, on considère qu'il y a une vraie différence. Donc, ce qui veut dire qu'un autre exemple qui peut être intéressant, au-delà de l'aspect industriel back-office, c'est sur le mass transit, c'est un terme un peu consacré dans le transport, c'est de dire le Transilien, vous connaissez tous. C'est un truc qui est très très ancien, ça date du 19e siècle, même si les trains et les rails sont neufs. La conception a été faite il y a très longtemps, donc quelque part, on pouvait simplement ce qu'on appelle le rénover, c'est-à-dire le mettre au standard d'aujourd'hui, mais pas plus. On a décidé de faire quelque chose en matière d'innovation beaucoup plus fort, de telle manière de mettre beaucoup plus de trains. On sait que quand on le prend, on est souvent debout et ça va pas. On sait que grosso modo, les foules, Saint-Lazare par exemple, on atteint les limites de l'exercice. La gestion de foule, c'est notre domaine et quelque chose de complètement essentiel. Les transporteurs sont dans le monde entier les meilleurs gestionnaires de foule avec la police. Pour vous situer, la gare de Châtelet-Léal, il y a 1 million de personnes qui passent par jour dans la mezzanine, quand on change avec le métro et le RER. Le centre commercial qui est au-dessus n'atteint les 100 000 personnes par jour que le samedi après-midi des soldes en janvier ou aux alentours de Noël. On a un rapport de 1 à 10 dans la foule entre ce qu'il y a dans les magasins et ce qu'il y a chez nous dans le transport, hors Covid évidemment. Autre élément dont vous avez peut-être entendu parler, parce que c'est quelque chose qui a été particulièrement médiatisé et qui sort de cette méthode, on n'aurait pas pu le penser autrement, c'est ce qu'on a appelé l'urbanisme transitoire. Est-ce que vous avez entendu parler peut-être de Ground Control ? Juste à côté de la gare de Lyon, un ancien dépôt de train désaffecté, c'était l'aéropostale, 35 000 m². Le temps qu'on reconstruise des immeubles dessus, il se passe sur quelques années, 4 à 5 ans. Plutôt que de faire du gardiennage et de tout fermer, on a travaillé avec des associations. Alors ça paraît basique, mais c'est des vrais agents qui ont eu cette idée-là et on a monté un projet. Il y a 1 million de visiteurs par an, ça fait 2 ans et demi que ça existe. Donc, on est passé de quelque chose où on avait juste du gardiennage à quelque chose qui n'est pas dans la technique, qui est de dire comment utiliser des cathédrales industrielles. On l'avait fait auparavant, Grand Train à Porte de la Chapelle. C'est devenu désormais quelque chose qui, plutôt d'avoir des espaces terrain vague, dangereux avec de la sécurité à un moment donné, d'en faire quelque chose. Et je terminerai sur gare adaptative. Vous savez, aujourd'hui, on peut le regretter, mais bon, c'est un fait qu'il y ait plein de gares où il n'y a pas d'agents. Il n'y a personne dans la gare, et ça pose un problème aux agents et aux opérationnels. C'est-à-dire que les rares fois où ils y vont, ils peuvent se faire, pas agresser, mais au moins les voyageurs leur disent ben, ça va pas, etc. Donc on a essayé là-dessus, et ça donne des résultats intéressants. Il y a tout un ensemble d'expérimentations autour de ça. C'est de dire comment est-ce qu'on gère une gare où il y a des agents que de temps en temps. Comment est-ce que, par exemple, on gère quelque chose où il n'y a pas d'agent, mais on peut accéder à quelqu'un à distance, en visio, des choses comme ça, très directement et donner quelque part le sentiment que la gare n'est pas complètement automatisée, très froide, etc. Alors, ça paraît pas être des innovations hyper techniques, mais dans le service, je peux vous dire, c'est quelque chose de majeur. Sur ces deux termes, sur les urbanismes transitoires et sur les gares adaptatives, je peux vous dire qu'il y a plein d'opérateurs du monde entier qui sont intéressés. Donc, je terminerai en rappelant que pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Parce que le choix en 2010 a été de dire on va réinternaliser l'innovation. On crée une équipe en interne, puisque j'ai été chargé de créer cette équipe que j'ai développée, parce qu'on considère que l'innovation, c'est intime à l'entreprise. Et là, je rejoins complètement Frédéric en disant que la méthode permet aux compétences internes de s'exprimer au-delà de l'aspect créativité, brainstorming classique,
qui permet d'avoir des idées, mais en général, ces idées-là, à peu près tout le monde peut les avoir. Donc, on s'est rendu compte que le brainstorming suffisait pas, qu'il fallait cette fameuse méthode et une organisation, une professionnalisation de l'innovation, histoire de faire que des gens qui viennent d'un petit peu tous les horizons de l'entreprise puissent participer à ça. Et le dernier point, c'était l'aspect du sponsoring. Aujourd'hui, dans les entreprises, la grosse difficulté qu'on a tous, je ne sais pas l'Imagrin, mais on l'a, même si je disais qu'on a des sponsors de niveau COMEX, je ne voudrais pas vous donner l'impression que toute l'entreprise est d'accord avec l'innovation. Ces sponsors sont souvent, même s'ils sont membres du COMEX, ce que je dirais pas à titre personnel, ils sont quand même au COMEX, mais ils n'engagent pas le COMEX au complet. Donc aujourd'hui, une des grosses difficultés, on l'a vu récemment, vous avez vu ce qui s'est passé chez Danone, qui travaille aussi avec les mêmes méthodes. Il peut y avoir des contestations de conseils d'administration, de choses comme ça. Même pour les directions générales, c'est pas toujours évident de porter l'innovation, surtout la rupture qui va changer des choses. Rappelez-vous, j'ai commencé par Nokia et surtout Kodak. Clairement, Kodak faisait de l'argent avec les pellicules qu'on a connues dans l'ancien temps, l'argentique. Le conseil d'administration interdisait au PSG Kodak, qui en même temps n'avait pas très envie de changer ça, parce qu'ils faisaient de l'argent. Ils n'ont pas vu arriver le numérique. Rappelez-vous que Kodak a disparu. Aujourd'hui, la grosse difficulté pour les directions générales, c'est comment écouter l'opérationnel, lui faire confiance. Et nous, le choix qu'on a fait par la méthode, c'est de les rassurer sur le fait qu'on est capable de maîtriser le processus et que sur 110 opérations, je dirais qu'on n'en a pas 5 qui n'ont pas donné les résultats qu'on espérait. On a 95% des opérations, c'est déjà quand même pas mal, qui donnent des résultats, des brevets, tout un ensemble de choses quand même pas inintéressants. Et ça montre que cette professionnalisation aujourd'hui, dans le monde compliqué où on est, a son intérêt. Donc voilà, on pourrait développer sur tout un ensemble de propositions, mais ce n'est que industrialiser dans méthode, créer des équipes visibles, on sait à qui s'adresser. Et aujourd'hui, je ne cherche plus de clients pour faire de l'innovation en interne. Les gens viennent me voir. Je n'ai même plus besoin de le faire savoir. Et troisièmement, une gouvernance adaptée. Alors, Frédéric, justement, là, par rapport à pour conclure notre webinaire aujourd'hui, sur cette complexité du monde qu'a commencé à nous expliquer un petit peu Dominique, comment vous vivez les choses chez l'Imagrin et comment ça se traduit finalement en termes d'implication de ces managers opérationnels? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois par rapport aux évolutions technologiques, aux évolutions du marché, de plus en plus besoin d'avoir ce travail d'implication, d'accélération? Comment ça se traduit? Oui, bien sûr. Je pense que le plus important, il y a plusieurs fois le mot qui a été soulevé, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être agile, et je pense que tout le monde le comprend bien. Et ce qui est important aussi, c'est de redonner du sens. Et je vois bien, moi, dans mon rôle de tous les jours d'accompagnement de la transformation ou du changement, la première étape, c'est de redonner du sens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je changerais? À tous les niveaux, niveau effectivement COMEX, mais aussi au niveau terrain. On me demande de changer mes habitudes. Si je comprends pourquoi, ça va être beaucoup plus simple pour changer effectivement. Et donc, peut-être en deux mots, pour conclure, je pense qu'il y a vraiment, dans ce que tu évoques, il y a deux points importants. L'innovation, elle est accélérée par ce qu'on est en train de vivre en ce moment, par le numérique, par la digitalisation. Et le train, il est en train d'avancer, sans jeu de mots pour Dominique, mais de plus en plus vite. Et soit on monte dedans, soit on reste à quai. Et je pense que les gens le comprennent bien, que de toute façon, ils sont vecteurs de ça de toute façon. Et le deuxième point que tu soulignes, qui est ultra important, c'est les préoccupations qui évoluent. Et on le voit dans l'innovation et dans ce qui nous remonte aussi tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'innovation positive. Hein. Je suis sûr que Dominique pourra en parler, mais c'est la capacité à contribuer de manière positive à notre environnement. Donc, il y a ces deux dimensions-là. L'innovation qui est accélérée par la digitalisation. Et le deuxième point, c'est les préoccupations environnementales. Et juste pour conclure, c'est vrai chez l'Imagrin, mais le meilleur exemple, c'est Blablacar. Hein. Innovation digitale, préoccupée par l'environnement. Et donc, le modèle d'innovation, on est en train de s'orienter vers ça. Si on n'intègre pas la digitalisation, ce que tu évoques, et la dimension environnementale, mais au sens très large, eh ben, on va rater quelque chose et on va rater l'autre. On n'avait pas préparé forcément notre conclusion de cette façon-là, Frédéric.
Dominique, si tu veux dire un petit mot pour conclure avec grand plaisir. Moi, j'ai juste donner juste la prochaine thématique du webinaire GSFC Management là, au mois d'avril. On traitera justement de l'implication des managers dans le processus de digitalisation de l'entreprise et comment ça impacte leur quotidien. Donc tu vois, on est raccord sur le sujet et sur l'importance de l'impact du digital aujourd'hui sur la transformation du métier. Alors Dominique, peut-être un petit mot pour conclure, s'il y avait un point sur justement alors au-delà de la méthodologie, peut-être cette implication des managers opérationnels dans le processus d'innovation. Qu'est-ce qu'on aurait à retenir aujourd'hui en termes d'évolution, peut-être qu'est-ce que tu pourrais mettre en exergue de ce que tu observes à la SNCF et ailleurs? Alors, je vais le prendre plus global que la SNCF, puisque tu m'y encourages. Un des enjeux aujourd'hui dans le monde moderne, c'est que les managers opérationnels, c'est plus les managers opérationnels d'il y a 30 ans. Ils sont beaucoup plus formés. Nous, on le voit dans nos ateliers. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des niveaux de formation élevés et qui, pour certains, décrochent si on leur fait pas confiance, on leur permet pas de donner leur avis, de faire des choses comme ça. Donc, grosso modo, le rôle du manager opérationnel aujourd'hui, c'est aussi de manager des jeunes qui ne fonctionnent pas de la même manière que des gens qui avaient assez peu de formation il y a 30 ans, 40 ans et auparavant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'innovation et l'association plutôt des opérationnels, je préfère parler des opérationnels que de parler strictement du manager. Le manager, il travaille avec son équipe. Il existe par rapport à son équipe, il n'est pas indépendant. C'est comment est-ce qu'on associe des groupes, et nous, assez souvent, on essaie d'associer de la même équipe, des agents, donc qui ne sont pas managers, et leurs managers. Parce que quelque part, si les gens ont des idées, ça va changer et qu'on arrive à les intégrer avec la bonne méthode, dans la manière, dans ce qu'on fait pour avoir des résultats. Assez souvent, ça change les processus, l'organisation du travail et donc souvent le job, quand c'est bien en rupture, le job du manager opérationnel. Donc si lui n'est pas associé à ça, ben, il devient pas décoratif, mais il est en difficulté. Donc nous, on considère que c'est vital de l'associer et à travers tous les travaux qu'on fait avec la chaire des mines sur la conception innovante à partir de la théorie CK, je vous ai cité des grandes entreprises, j'aurais pu en citer plein d'autres qui travaillent là-dessus. Dans d'autres domaines assez inattendus, j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps chez Carrefour, qui s'intéresse à ces méthodes-là en se disant l'amélioration continue, on fait. Le design thinking, on fait, mais on sent dans la conception innovante quelque chose qu'on n'a pas et qui peut être complémentaire du reste. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est l'association des managers opérationnels, c'est pas une question, c'est quelque chose qui est à construire et qui est complètement essentiel. Mais pas eux tout seuls, c'est pas eux qui vont trouver des solutions en rupture tout seuls. Évidemment qu'il faut des gens ensuite, des ingénieries qui bossent à partir de leur idée parce que eux peuvent pas forcément la mener jusqu'au bout, mais il faut, ce qui est important, et là je rejoins à 2 millions de % ce qu'a dit Frédéric, c'est la question du sens. La grosse difficulté aujourd'hui des entreprises avec la compétition économique, c'est de sortir de l'innovation washing. C'est-à-dire tout le monde, les directions générales parlent d'innovation, ce qui ne se traduit pas par une réalité d'innovation dans les entreprises. Donc, l'intérêt de construire avec des méthodes, avec des process visibles, connus, reconnus, c'est que ça donne une visibilité à l'innovation et en montrant qu'elle est collective, ben, en la diffusant dans l'entreprise, ça permet de dire qu'au-delà du discours, on construit une réalité. Et le vraiment dernier point, c'est, je ne sais pas l'Imagrin, mais pour nous, SNCF et les entreprises sont dans la chair des mines. Pourquoi on s'est associé aujourd'hui à une quinzaine d'entreprises et à l'Innovation Maker Alliance avec près de 300? C'est tout bêtement et tout simplement parce que de plus en plus, les entreprises sont obligées de fonctionner en écosystème. On ne peut plus travailler tout seul. Il y a assez peu d'entreprises qui peuvent dire je fais tout seul. Donc aujourd'hui, l'innovation commence à atteindre, nous on est complètement là-dedans, les relations clients-fournisseurs. On a des relations de partenariat dans lesquelles on associe les fournisseurs. Aujourd'hui, on développe, je suis sur un projet assez énorme à 500 millions d'euros, vous voyez, c'est quand même des gros trucs, sur la notion du dialogue technique avec des fournisseurs, en leur disant, écoutez, on vous propose un dialogue technique interactif, on vous associe à l'innovation qu'on fait, parce que ça va vous permettre à vous de pousser vos innovations, on va le faire ensemble, mais avec des opérationnels. Je vais être obligé de t'arrêter par rapport au respect du timing. Voilà,
en termes de contenu de formation, voilà, si pour les participants qui sont avec nous là sur la fin du webinaire, ceux qui s'intéressent vraiment à ces thématiques d'innovation, transformation digitale, voilà, et qui souhaiteraient être accompagnés par un parcours de formation diplômant. Je vous ai cité tout à l'heure le MBA de l'école ESAM avec lequel on travaille donc et dans laquelle Dominique intervient, sur lequel vous pouvez tout à fait rejoindre en tant qu'exécutive le parcours. Pour les managers opérationnels aujourd'hui dans nos parcours de formation, que ce soit sur le manager de business unit à Bac+4 ou le dirigeant entrepreneur à Bac+5, ces notions d'innovation sont traitées systématiquement. Hein, c'est ce qui fait la particularité de nos programmes, avec une dimension assez entrepreneuriale au niveau du processus d'innovation. Je voudrais remercier Frédéric pour sa participation à ce webinaire, remercier Dominique encore une fois, remercier les participants pour votre écoute et les questions que vous avez pu nous poser via l'onglet questions. Et puis vous inviter donc à nous rejoindre sur le prochain webinaire du mois d'avril où on traitera cette fois-ci de la relation entre la transformation digitale des entreprises et le métier de manager opérationnel. Et cette fois-ci, on fera intervenir donc un enseignant-chercheur du groupe IGS, Romain Zerbib, qui est spécialiste des questions de transformation digitale et de l'impact sur le management, et puis un manager opérationnel qui est en charge de développer des produits autour du vin, voilà, au sein d'un grand groupe français, voilà, et qui nous expliquera comment lui au quotidien le digital a transformé son métier, que ce soit sur la partie management, la partie business development, la partie pilotage économique de ces activités. Voilà, merci encore à tout le monde, un très bon appétit à ceux qui n'ont pas encore déjeuné, et je vous dis à très vite sur un webinaire management IGS formation continue. Merci à tous, bonne journée. Merci Damien, merci Frédéric, et merci à tous, à bientôt peut-être. Bonne journée. Merci.